Bonsoir, mesdames et messieurs les jurés, parce que c'est à vous qu'on s'adresse avant tout, c'est vous qui déciderez de notre sort. Moi, j'ai 39 ans, je suis le porte-parole d'Emmanuel Macron, je suis un des fondateurs et des initiateurs, non, il fonctionne, je vais le mettre plus près, de la start-up En Marche, qui est devenue peut-être un peu plus une ETI depuis quelques semaines qu'une réelle start-up. J'ai déjà fait 4 ou 5 métiers différents, ce qui est sans doute le lot de la génération de ceux qui sont nés à la fin des années 70, au milieu des années 80. Voilà. Merci. Maître Keller. Vos questions? Bonjour, Monsieur Griveaux, bienvenue Maître. à ce tribunal pour les générations futures. On entend souvent Emmanuel Macron dire qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Tout à l'heure, dans le clip, on le voyait dire qu'il était de gauche, mais qu'il voulait aussi travailler avec des femmes et avec des hommes de droite. Qu'est-ce qui le distingue d'une NKM qui dirait, elle, de son côté, qu'elle est et de gauche et de droite? Est-ce qu'il y a une distinction, autrement dit, pour être précis, Monsieur le Président, entre d'être ni de gauche ni de droite et être et de gauche et de droite? Alors pour reprendre les termes précis, parce que le 6 avril dernier à Amiens, lorsqu'il a lancé le mouvement En Marche, il a dit que le mouvement n'était ni de gauche ni de droite. Et qu'il réunissait et des gens de gauche et des gens de droite. Parce que le constat qu'il a fait, il a porté une loi qui a été une loi âprement débattue. Il y a eu 500 heures de débat au Parlement. Et ce qui l'a beaucoup frappé, il a négocié pied à pied la totalité des amendements avec des parlementaires issus de tous les bancs, de la gauche et de l'ensemble des sensibilités de gauche, et puis de droite. Et ce qui l'a frappé, c'est que le travail parlementaire se fait dans le débat, dans la confrontation. Il a amendé son texte à certains moments. Et puis, beaucoup de parlementaires qui n'étaient pas issus des bancs de la majorité venaient le voir en disant, voilà, ton texte, il n'est pas parfait, mais enfin, il est une bonne avancée, on va le voter, on aimerait bien le voter, mais notre groupe nous en empêche. Et c'est, je crois, ce qui a été le point de départ de son expérience politique du Parlement, de se dire que les postures l'emportaient sur le fond. Et que finalement, quand il a été ministre pendant 2 ans, qu'il a eu l'occasion, parce que quand on est ministre, on a beaucoup de chance de pouvoir voir ce qui fonctionne en région, au niveau du monde associatif, de l'univers de l'économie sociale et solidaire. Ce qui l'a frappé, c'est que, et il raconte souvent ça, il dit, quand je vois quelqu'un qui monte dans les quartiers nord de Marseille, un incubateur, où il y a aujourd'hui 150 startups qui sont incubées, avec des gamins des quartiers, il fait de la politique et il en fait peut-être autant que moi comme ministre. Quand on voit des gens qui s'impliquent, par exemple, sur les questions environnementales qui ont été abordées longuement par mon prédécesseur et qui font bouger les lignes, qui modifient les comportements dans un bassin de vie, dans un territoire, dans une ville, eh bien, ils font de la politique. Et pourtant, ils ne mettent plus les pieds dans les partis politiques traditionnels. Vous avez, c'est pas un problème d'engagement. Si vous prenez par exemple la représentation dans les grandes centrales syndicales, vous avez 5% de moins de 40 ans. Dans les associations, vous avez 40% de moins de 40 ans. Le peuple français est un peuple éminemment politique, éminemment engagé. On s'engueule à la dinde à Noël, donc c'était il y a quelques semaines, et puis on se réconcilie, et puis on s'engueule à nouveau, et c'est ça qui fait que ce peuple est un peuple qui a un rapport à la politique sans doute très différent d'autres démocraties. Et ce qu'il a, lui, imaginé à ce moment-là, et c'est ce qu'on a essayé de construire pas à pas, on a appris en marchant, que nous avions la société civile qu'il fallait remettre au cœur du débat politique. Elle en a été le paysage ces 25 ou 30 dernières années. En général, au niveau national, elle est exclue quasiment du débat. Regardez la représentation à l'Assemblée nationale, c'est terrifiant. C'est politique professionnelle, on est passé de la République des hauts fonctionnaires à la République des assistants parlementaires. Et puis, en revanche, dans certaines villes, là, on trouve des majorités de projets. Et on est souvent mis en accusation sur le banc, accusé par une partie de la gauche en disant vous brouillez les clivages. Pas ce soir. Par une partie de la gauche en disant qu'on brouille les clivages. Mais si on regarde bien, Martine Aubry, dont on peut penser qu'elle est de gauche, en tout cas la totalité de son engagement politique est de gauche. C'est sa Elle posture. a dirigé la ville de Lille de 2008 à 2014 avec le MoDem. Ça posait de problème à absolument personne. Anne Hidalgo à Paris fait voter des projets avec des élus centristes. Ça ne pose de problème à personne. Gérard Collomb, à Lyon, dirige la ville et la métropole avec une majorité plurale. Ça ne pose de problème à personne. Pourquoi diable, quand on arrive au niveau national, subitement, cette frontière se recrée, devient insurmontable, si ce n'est pour défendre les intérêts des appareils? Voilà un peu le constat, le point de départ qui a été le nôtre pour dire qu'il faut rassembler une majorité de projets.
les femmes et les hommes de bonne volonté qui veulent se retrouver autour voilà, d'un projet qui défend la liberté, la justice, l'Europe, qui est, à mon avis, encore trop peu évoquée dans la campagne présidentielle qui a à peine commencé, mais dont on entend souvent une vision assez caricaturale et qui est au cœur du projet qui est porté par Emmanuel Macron. C'était très clair. J'ai une deuxième question un peu plus théorique. On dit chez En Marche qu'il y a un clivage nouveau, en tout cas un clivage, entre les progressistes et les conservateurs. De quand daterait ce nouveau clivage Est-ce que c'est la chute du mur de Berlin Est-ce que c'est dans les années 90, quand précisément la question du progrès a été réappropriée par les libéraux, y compris les libéraux politiques. Tout à l'heure, Alexis Corbière nous disait qu'il fallait savoir être conservateur sur certains sujets. Quand est-ce que ça a switché? C'est la révolution numérique? C'est la naissance de Google? C'est quand? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu tous les éléments que vous venez de mentionner. Beaucoup ont cru, Francis Fukuyama, si c'est celui auquel vous pensez, en 1989, dans son bouquin La fin de l'histoire, en disant en gros, voilà, l'histoire est terminée, le mur s'écroule, les deux grands blocs, il n'y a plus d'idéologie, et finalement, c'est la fin de l'histoire. Je ne crois pas du tout. Mais je ne crois pas ce soit monofactoriel. Vous avez un ensemble d'éléments qui ont fait que vous avez à la fois probablement un comportement des appareils traditionnels et des partis. Objectivement, toute personne normalement constituée qui met les pieds une fois dans une réunion, je vais prendre mon ancien parti, moi je suis un ancien membre du Parti Socialiste, donc je peux en parler. Je n'ai pas assisté à des réunions du RPR ou de l'UMP, mais peut-être le successeur pourra ici dire ce qu'elle en pense. C'est vrai que c'est quand même pas toujours passionnant. C'est-à-dire qu'on se bat beaucoup et on convoque les militants au moment des élections pour constituer les listes très savamment, pour voter au Congrès, et puis on demande assez peu leur avis aux gens, on les implique assez peu, et finalement, ce ne sont plus des lieux de débat. Donc je pense que ça, c'est un des éléments importants. Il y a un autre élément qui s'est fait jour, c'est que ma génération connaît, enfin moi je suis né avec la crise, quoi. Il y a la crise, le trou de la sécu, moi accompagné depuis ma plus tendre enfance jusqu'à maintenant. Et ça fait donc 35 ans, 40 ans que on n'a pas réussi à sortir de cette thématique et de ces items politiques. Et sans doute, la génération qui vient ne comprend pas, en tout cas n'appréhende pas, par exemple, le monde du travail de la même manière que nos parents ou nos grands-parents, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, eu des carrières relativement linéaires, peut-être dans une, deux ou trois entreprises, ce qui sera vraisemblablement peu le cas de notre génération. Les outils sont nouveaux. Valentin ici a démontré une palette absolument incroyable de nouveaux outils qui permettent à la société civile et aux citoyens de s'emparer du débat politique. Et moi, je crois que ce ne sont pas des choses qui amenuisent ou qui amoindrissent la qualité du débat, mais bien au contraire, je trouve que les gens sont plus informés et que, sans doute, et c'est peut-être ça qui fait le succès, et je le reconnais bien volontiers, d'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, d'un candidat comme Emmanuel Macron, c'est qu'on peut s'adresser à l'intelligence des gens. Parce que si vous leur racontez n'importe quoi, vous êtes fact-checké dans l'heure et vous êtes contredit. Vous ne pouvez plus raconter un peu n'importe quoi en vous drapant dans l'autorité, etc. Je pense qu'il y a un dernier élément qui, pour moi, pourrait être assimilé à ce que Julien Benda appelait la trahison des clercs. Et ce n'est pas à nouveau l'élite contre le peuple. On n'est pas dans cette géographie-là, dans cette sémantique-là. Mais on a quand même le sentiment que les sachants, ceux qui ont l'autorité, le savoir, ont repoussé la société civile et les citoyens hors du débat public, et que ça, manifestement, ça a créé une coupure qui se traduit soit par un vote parfois aux extrêmes, soit par simplement de l'abstention, parce qu'on préfère avoir un engagement plus associatif que politique. J'ai une dernière petite question, peut-être très brève, réponse très brève. On est vraiment en retard. Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne serait pas l'aboutissement d'une certaine forme de syncrétisme politique qui a été en gestation chez Mendes France, chez Rocard, et la situation, disons, des mentalités et de la technologie permettrait enfin la possibilité pour un homme comme ça de prendre le pouvoir? Mendes France et Rocard, on ne va pas bouder notre plaisir sur la filiation. Il y a évidemment une filiation intellectuelle, bien sûr, mais il y a une filiation intellectuelle évidente, notamment sur l'engagement européen et puis sur le rapport au réel. Et c'est finalement ça
je ne sais pas si c'est aujourd'hui l'aboutissement, mais finalement c'est vieux comme le monde. On part du réel pour aller vers l'idéal. C'était Jaurès. Alors je ne sais pas si c'est la boucle qui est bouclée. On n'a jamais autant cité Jaurès dans un tribunal pour les générations futures. Je ne sais pas si c'est la boucle qui est bouclée, mais ouais, sans doute que si on part du réel, on marque plus les esprits que si on est dans l'idéologie. Je vous remercie, je vous laisse entre les mains de notre maître avocat. La parole est à Maître Hédin. Merci d'être tout aussi bref. Je vais faire de l'idéologie, hein, je ne pense pas que ce soit un gros mot. Est-ce que vous croyez à la lutte des classes? Parce que quand j'entends Emmanuel Macron dire que Uber c'est merveilleux, il oublie quand même la différence entre le dominant et le dominé. Et me faites pas la réponse qu'il a fait sur Mediapart. Mais je vais vous faire exactement la même réponse parce qu'on a un grand principe chez nous, c'est la sincérité et la cohérence. Si vous pensez que les gens qui sont Uber sont esclaves, sont dominés, c'est vous les insulter. Si vous pensez qu'il est préférable pour eux de tenir les murs à Stein, puisque c'est l'exemple que prend Emmanuel Macron, et de dealer, vous vous trompez. Uber, ce n'est pas le projet d'une vie, on en convient. Mais moi, quand je me balade en VTC, et que ce soit Uber ou d'autres, souvent, c'est un moment de transition pour les gens. J'en ai pris un pour venir ici, vous savez d'où il sortait? Il sortait de prison. Vous connaissez bien les problèmes des prisons et de la réinsertion. Il a postulé à plein de jobs. Il s'est fait jeter de partout. Uber, c'est celui qui, en Ile-de-France aujourd'hui, est le premier recruteur chez les jeunes. Donc vous pouvez considérer que c'est pas bien, que c'est pas moral, que idéologiquement ça pose problème. Moi, je préfère que ce soit un jeune qui bosse, qui mette un peu d'argent de côté parce qu'il peut y arriver, parce que souvent il vit chez ses parents, il n'a pas les moyens de payer un loyer. Et une fois qu'il a mis de l'argent de côté, il peut se projeter dans autre chose, dans une formation, dans un job. Bref, construire sa vie. Moi, je considère que ça, c'est plus de la dignité que ne pas avoir de job. Le travail, il est aujourd'hui assez consubstantiel de la construction à la fois de sa personnalité, de son identité sociale, et il est au cœur de notre société. Et je ne crois pas que ce soit frapper du sceau de l'infamie que de travailler pour un véhicule, comme chauffeur de véhicule. Non, mais en fait, je ne voulais pas mettre le terrain, la question sur un terrain moral. Moi, j'ai pas de problème de la morale. Je voudrais juste qu'ils payent leurs impôts. Je voudrais juste qu'ils puissent pas décréter. Non, ils ne payent pas leurs impôts. C'est le cas. Je peux vous assurer. J'étais il y a peu de temps avec Grégoire Kopp, qui est donc le DIRCOM et porte-parole de Uber, qui était 2 jours avant. Qui a déjà été accusé. Qui a déjà été accusé et qui 2 jours avant était porte-parole du ministère des Transports, ce qui est déjà un conflit d'intérêts majeur. Du jour au lendemain, il baisse la rémunération. Il a été acquitté par les jurés. Ça va. Maître Keller, vous avez des jurés stipendiés. Maître Keller, laissez Maître Hédin terminer. Comme avocat de la défense, non, mais vous l'avez payé combien là pour qu'il vous accompagne comme ça? Non, vous voyez ce que je veux dire, c'est que du jour au lendemain, il baisse la rémunération de 25%. La question, c'est pas le travail comme émancipation. La question, c'est quel travail? Est-ce que c'est des jobs à 1 € en Angleterre? Est-ce que c'est des jobs 0 heure de Grande-Bretagne? C'est ça la question. Vous le savez très bien. Ne tombez pas dans la caricature. Vous le savez très bien. Mais considérez que le travail n'est pas aujourd'hui une question centrale. Quand vous avez dans certains quartiers 50% de chômage et que vous avez 25% des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de boulot, écoutez, si vous préférez le confort de l'idéologie, je vous y laisse bien volontiers. Moi, je préfère me confronter à la réalité de cette jeunesse. Et vous savez que les Français travaillent plus que les Allemands ou les Américains. Vous savez que c'est pas vrai qu'on crée des jobs là-bas. Vous savez que c'est des jobs de miséreux. C'est inexact. Leur travail en France est la plus productive au monde. Donc, vous voyez que je ne comprends pas le parallèle qui est fait en permanence avec en moyenne, un Français bosse 39 heures et un Américain 32. Ils bossent moins. Mais on ne crée plus de jobs parce qu'il y a des robots. Parce que ça, c'est la société que vous avez voulu. Quel est le rapport avec le débat, Maître Hédin, quelle est votre question pour notre témoin? Ma question était sur la lutte des classes, mais ça n'intéresse pas trop. Non, bon, l'autre grand enjeu qui est... L'autre grand enjeu qui est perdu dans votre question. Non, pas du tout. Mais l'autre grand enjeu qui est systématiquement oublié chez Emmanuel Macron, c'est la question écologique. Puisque vous citiez Binda tout à l'heure, il y a un type qui s'appelle Isaiah Berlin qui expliquait que la liberté et l'égalité, c'est 2 pôles qui ne peuvent jamais se rapprocher. Et que quand on s'éloigne de... Je vous entends beaucoup parler de liberté. Tout à l'heure, vous avez dit liberté, justice, Europe. Il n'y a jamais égalité. Il y a égalité des chances, mais ça, la droite nous a fait le coup en 64. Qu'est-ce que vous faites pour la question écologique? Parce que dans Révolution, il y a un endroit où il dit il y a un continent de plastique, c'est moche. Mais vous êtes quand même d'accord que si on veut dépasser ce problème actuel, il va falloir mettre des normes. On est entièrement d'accord. Sur la liberté, juste avant, parce que vous dites une chose inexacte. La liberté, pour nous, est la condition de l'égalité. On a fait de l'égalitarisme en France depuis 50 ans. Donc on a donné, je vous prends un exemple très concret, le même nombre d'heures de cours de maths à un gamin qui est à Henri IV, dans les mêmes conditions, qu'à un gamin qui est à Trappes. Et vous savez quoi? Le gamin qui est à Henri IV, il ne part pas avec les mêmes boulets aux pieds que le gamin qui est à Trappes. Et bizarrement, à la fin des fins, le gamin qui est à Henri IV, il finit à HEC ou à l'ENA, et le gamin de Trappes, il ne finit pas. Et donc, si on continue à faire ça pendant les 20 prochaines années, vous allez reproduire les inégalités de départ. Vous avez une approche très bourdieusienne
Vous avez sûrement lu les problématiques de l'héritage chez Bourdieu. Et donc, si vous ne concentrez pas les capitaux publics là où il y a moins de capitaux privés, vous reproduisez les inégalités. Finalement, si je devais définir le macronisme, c'est faire entrer la liberté chez les plus modestes, qui n'ont pas cette part de choix. Et c'est permettre aux gens de choisir leur vie. On a fait une grande marche où on a subi les quolibets de tous les autres partis disant qu'ils redécouvrent le porte-à-porte. On a frappé à des dizaines de milliers de portes. On a des gens qui nous ont répondu. On ne leur demandait pas qu'est-ce que vous voulez faire. On demandait quelle était leur perception de la société française. Moi, j'ai lu 2500 des 30 000 questionnaires qui ont été rendus. Et si je devais résumer en une phrase ce que nous ont dit les gens nous ont dit, vous savez, finalement, nos vies sont empêchées. Et ce qu'ils demandent, c'est ce petit supplément de liberté, ce petit supplément qui leur permettra de reprendre leur vie en main, de choisir leur destin, de prendre une part de risque auquel il faudra opposer une sécurité. Et c'est ça, c'est dans cet équilibre-là que se construit la démarche qui est la nôtre. Parce que si vous ne mettez pas un peu de liberté, un peu de mobilité dans le système, on en crèvera. Ça fait 30 ans qu'il n'y en a pas. Ça fait 30 ans que l'égalité stricte ne fonctionne pas. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à considérer qu'il faut diviser par deux les classes de CP et de CE1 dans les zones compliquées parce que vous ne faites pas cours à 25 et ce n'est pas l'enseignant qui est derrière moi qui me contredira. On ne fait pas cours à 25 de la même manière dans un quartier hyper difficile avec des gamins qui ont des problèmes d'intégration des parents, qui ont des problèmes de chômage à la maison, etc., que dans les beaux quartiers parisiens. Et ça, c'est parfaitement assumé. C'est mettre de la liberté là où il n'y en a pas. Sur l'écologie, parce que la question c'est il y en a trop. Comment est-ce qu'on contraint le la fin de la limitation des marchandises? Mais un dernier mot. Après, sur les questions de régulation, évidemment qu'il n'y est pas opposé. La question, elle n'est pas française. Si vous faites votre petite politique environnementale au niveau de l'Hexagone, vous n'allez pas régler grand-chose. La question est éminemment européenne. Et sans doute que dans les 3 ou 4 grands sujets que l'Europe doit réinvestir, parce que si on essaie de tout faire à 27, on ne fera rien. Sans doute faudra-t-il avancer plus vite et donc à moins nombreux. Il y a la question numérique, d'un grand marché européen numérique unifié. Il y a la question environnementale et il y a la question des politiques migratoires. Ce sont ça les 3 sujets. Il les évoquera, il aura l'occasion de les évoquer. La campagne est longue, il reste 96 jours avant le premier tour, 110 avant le second. Vous voyez, on n'est pas du tout monomaniaque et nos journées ne sont pas rythmées de manière très focus, mais il aura l'occasion de les évoquer. La réponse ne peut pas se faire sans passer par l'échelon européen. Dire l'inverse, c'est raconter des histoires. Merci à notre témoin Benjamin Griveaux. Merci Maître Hédin.